tout alignés sur les mêmes choses que vous. Hein. Parce que là, sur la transformation, c'est l'enjeu de l'innovation et des changements de modèle. Moi, je ne veux pas réparer, hein. Moi, je veux transformer. On n'est plus au stade de la réparation. Si on veut vraiment agir, il faut bifurquer, il faut changer les modèles, y compris la perception qu'on a sur la commune. La commune, elle doit viser l'autonomie. Et il n'y a pas que l'énergie dans la vie, hein. Il y a le lien social. Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de tendance à vouloir regarder les territoires ruraux comme des sources d'extraction d'énergie, quoi. Méthaniseurs, agrivoltaïsme, etc. Bon, je vais pas aller un peu sur ce terrain-là, mais donc il faut être attentif à ça, parce que ce qui va nous permettre de relever les crises, vous avez vu les 3 jours de chaleur qu'on a eu là, c'est notre capacité à faire collectif, en fait. Donc ceux qui seront les mieux armés pour aborder les crises qui vont se multiplier, ce sont ceux qui auront fabriqué le plus de liens entre les habitants. Donc moi, je sais que je suis confiant sur ça, parce qu'on réussit à organiser localement des formes de solidarité très puissantes. Et je vois Arnaud qui commence à me regarder, je termine juste sur des éléments, parce que la question de la citoyenneté, il faut vraiment la revaloriser beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je voudrais juste terminer en vous partageant les 3 grandes valeurs qui sont issues de l'analyse des cahiers de doléances. Parce que vous savez que je suis très engagé sur les cahiers de doléances. C'est la proximité, la solidarité et la citoyenneté. Avec ces 3 éléments-là, vous êtes capable de retourner vraiment des montagnes. Et les tiers-lieux dans cette organisation-là, dans cet objectif-là, sont centraux pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité, s'ils s'ouvrent beaucoup plus, pas seulement auprès de ceux qui sont les plus démunis, mais aussi qui sont auprès de ceux qui sont les plus riches et les plus dotés, qui sont aussi dans l'exclusion sociale, volontairement, eux, contrairement aux autres. Hein. On n'arrivera pas à trouver vraiment les solutions pour transformer durablement la République, parce que le cœur de tout ça, c'est quand même de sauver la République. Dans la transition et dans la transition juste, on a vraiment intérêt à faire en sorte que les terroirs ruraux ne se sentent pas sacrifiés au bénéfice de l'intérêt général qui est aussi le leur, mais quand même un peu plus que ceux d'à côté. Et voilà, le sentiment d'injustice, le besoin d'équité, c'est pas un luxe, c'est nécessaire au fonctionnement des sociétés. Alors, ne nous voilons pas la face non plus. On sait qu'il y a une corrélation extrêmement tout à fait établie par les études d'opinion entre adhésion à la transition et proximité des transports en commun. Donc ça, la carte, elle est assez claire. On sait aussi qu'il y a une corrélation tout à fait établie entre disparition des services publics et votes radicaux, on va dire. Donc si on veut que ces gens-là reviennent dans la transition, eh bien, il y a un moyen, c'est de faire en sorte aussi que cette transition, elle amène un certain nombre d'emplois, d'activités, de services sur les territoires. Alors, il y a un baromètre récent de l'adresse sur la taxe carbone qui a montré, voilà, renchérissement de la taxe carbone, vous avez un habitant des territoires ruraux sur 5 qui est d'accord. Ça ne fait pas beaucoup, on est d'accord. Mais si vous leur dites qu'en contrepartie, il y aura ça, eh ben, ils passent déjà à 3 sur 5. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, on a un enjeu à faire qu'il y ait du lien, qu'il y ait des services, qu'il y ait du repeuplement, de la joie, des activités, etc., en milieu rural. Et on a l'habitude, côté environnement, à considérer que le lien social peut être une conséquence de la transition. Là, c'est aussi de voir le lien social comme une des conditions de possibilité de la transition. Ça va vraiment dans les 2 sens et c'est pour ça que c'est tout à fait intéressant ce que font les tiers-lieux. Alors après, si j'ai encore 2 minutes, tout à fait, 1 minute, très rapidement. Donc, vous m'aviez demandé au début si c'était exemplification de pratique ou support de politique publique. Si on veut que ce soit support de politique publique, il faut les multiplier, parce que l'avantage du tiers-lieu, c'est quand même d'être proche. On va faire 1 heure de transport en voiture pour aller à une maternité, pas forcément pour aller au tiers-lieu. Donc, et puis, c'est pas souhaitable. Donc, il faut qu'il y en ait plus. Il faut également qu'ils soient pérennes pour qu'ils rentrent dans les habitudes et dans les paysages des campagnes. Il faut quelque part que ce soit un élément comme le bureau de poste avant. Il y a un tiers-lieu dans
tous les territoires. Et puis, il faut trouver l'équilibre aussi entre l'initiative et l'innovation au niveau local, et puis peut-être un petit cahier des charges au cœur de métier en contrepartie de la subvention publique, où il y ait des ressourceries un peu partout, voilà. Ou en tout cas qu'on réfléchisse à une manière effectivement de rendre dans les normes ces espaces qui sont pour l'instant extrêmement intéressants, vigoureux, utiles socio-économiquement parlant, mais encore trop rares et très hétérogènes aussi. Je voulais juste, parce qu'en fait, moi aussi, je voyais ma photo depuis tout à l'heure en face, et ça me faisait penser que ça, c'est une photo qui a été prise il y a 9 ans, au démarrage du WIP, donc le tiers-lieu que j'ai co-créé, et où j'étais persuadée à ce moment-là que grâce à l'énergie citoyenne et à un modèle économique coopératif et privé, eh bien, on arriverait à faire justement un tiers-lieu solidaire, un tiers-lieu qui valorise les droits culturels et la transition écologique. La réponse est non, on ne peut pas faire ça sans soutien de la puissance publique. Et que la solidarité, depuis tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on dit, que les tiers-lieux, c'est du lien social, c'est de la coopération, c'est de l'animation entre tous les acteurs. C'est la mobilisation des citoyens, donc c'est du temps, donc c'est du fonctionnement, c'est les conclusions de votre étude d'ailleurs. Et donc moi, on est face à un dilemme, là, on le sait bien, donc je mets les pieds dans le plat, ça a déjà été un petit peu abordé par Fabrice, mais on est tous d'accord avec ça. Depuis ce matin, je pense qu'on est très alignés, et tant mieux, déjà c'est une grande force. Mais en face, quel investissement ? Surtout en ce moment, on le sait bien. On est dans une période et une conjoncture économique très difficile. Donc, moi, ma question, c'est comment on trouve des solutions maintenant ? C'est comment on fait changer l'évaluation en n'intégrant pas que des indicateurs économiques et financiers, et en intégrant, par exemple, les indicateurs de relations, de capacité relationnelle. Pardon. Comment on dit que les tiers-lieux sont innovants, font de l'expérimentation. En effet, c'est le cas sur les enjeux de santé, sur les enjeux de bien vieillir, où on facilite la coopération entre les acteurs de santé. On va chercher les personnes dans leur logement, les personnes âgées dans leur logement, pour les amener dans le tiers-lieu et créer pas juste une distribution de repas, mais aussi une transmission des savoirs qu'elles peuvent avoir. Donc comment... Aujourd'hui, on n'en est plus qu'à des expérimentations et des innovations. Les tiers-lieux sont en perpétuelle expérimentation et innovation. Mais à un moment, ça peut aussi devenir des normes. Et donc, comment on finance ce passage, non plus de l'amorçage, mais au développement ? Le président de l'ADEME parlait de l'essaimage tout à l'heure. Et donc, comment justement cet essaimage, il arrive à se développer et à être soutenu pour cela ? Comment on rentre, en fait, d'une certaine façon, tout en préservant notre capacité d'adaptation et d'agilité dans des dispositifs de droit commun. Vous parliez de la Poste. Les tiers-lieux, on n'arrête pas de le dire depuis ce matin, sont des acteurs de l'aménagement du territoire en réalité. La Poste a un fonds de péréquation territorial. Donc elle est soutenue pour le fait qu'elle est installée là où elle est installée, à 5 km de toute habitation. Donc voilà, nous, on aimerait bien, et on essaye au maximum d'être sur ces tours de table pour trouver des solutions à la problématique actuelle de soutien aux fonctions de solidarité. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Christophe Bex, député de la Haute-Garonne. Je tiens à remercier déjà l'organisation de cette rencontre. Je tiens à féliciter l'ensemble des intervenantes qui ont pris la parole. Je tiens à noter, intervenantes, il y a eu 2 hommes qui ont pris la parole. L'introduction a été faite par 2 hommes, 2 directeurs, et la conclusion sera faite par un homme, un directeur. Mais il y a peut-être un lien entre le lien et le fait que ce soit beaucoup de femmes qui prennent la parole. Ceci étant dit, humblement et modestement, avec Ariane à mes côtés, qui est collaboratrice dans mon cabinet, on va essayer de mettre en place de déposer une proposition de loi pour faciliter justement
l'éclosion des tiers-lieux, même s'il y en a déjà 3600, il y a 36 000 communes. Et quels sont les freins que connaissent les tiers-lieux? Ça a été dit tout à l'heure, il faut que la puissance publique interviennent, même si on a un budget contraint, on va nous demander encore une économie de 40 milliards. Mais ça a été dit tout à l'heure, il y a un enjeu, il faut sauver la République. Ça a été dit tout à l'heure, l'absence des services publics. Moi, je me bats pour qu'on évite de fermer des écoles dans les communes. Parce que dès qu'une école ferme, quand il n'y a plus les rires des enfants dans une commune, eh ben, il y a moins de liens, et les parents ne se rencontrent plus. Et quand je vois toutes ces belles initiatives, cette énergie, les gens qui sont battus, enfin qui se battent pour faire des tiers-lieux, qui à force s'épuisent. Et donc, il faut vraiment soutenir. Donc, moi, je suis preneur de vos expériences et les freins que vous avez pu rencontrer quand vous avez essayé de construire un tiers-lieu avec les municipalités, avec les élus, parce qu'il faut faire la bifurcation écologique. Moi, j'aime pas trop le terme développement durable. Ce développement, ça veut dire qu'on continue dans le système actuel et puis on essaye de le faire durer. Il faut vraiment faire une bifurcation écologique et une bifurcation démocratique. Là, les enjeux sont importants. Il va y avoir des élections très, très importantes. Ça a été dit tout à l'heure. Il faut éviter à tout prix que notre pays sombre du mauvais côté de la pièce, quoi. Voilà. Je tenais encore à vous remercier toutes et toutes. Moi, je crois que j'avais envie de revenir sur plusieurs points qui avaient été nommés sur la question des freins, justement, qu'on peut avoir, nous, en tant que structure. Et je parle au titre de la convergence des possibles, au titre de plein d'autres tiers-lieux avec lesquels on travaille, sur, effectivement, la pérennité des financements. Je vois, par exemple, en 2024, donc on était à la fin de notre première vague de financement, donc de 3 ans de l'ANCT. On a passé 1 an à se poser des questions sur notre modèle économique et de comment on pouvait faire autrement. On nous a recommandé de faire de la prestation de services aux associations avec lesquelles on travaille, qui n'ont pas une thune. Et donc, du coup, c'est extrêmement complexe. Quand on discute avec les collectivités locales qui n'ont pas d'argent non plus, donc voilà, juste pour revaloriser l'importance, en fait, du financement de l'État. Et sur la question de la délégation de services publics, nous, on agit beaucoup en complémentarité, du coup, des collectivités. On a du mal à trouver notre place parce qu'effectivement, on fait les choses différemment. On a beaucoup de confiance de la part des collectivités. On a beaucoup de chance. Je mesure la chance qu'on a d'être aussi bien accueillis. Mais c'est vrai que du coup, comment on travaille ensemble, on est en train d'affiner les choses, peut-être avec une charte de coopération qui nous permettrait de clarifier les liens entre associations et collectivités. En tout cas, voilà, c'est la coopération au quotidien, c'est vraiment pas de la tarte. C'est épuisant, c'est fatigant, c'est clairement de la lutte au quotidien. Et quand je vous entends effectivement avec les mauvaises nouvelles qui s'enchaînent, ouais, moi je suis très inquiète aussi, mais voilà, les réseaux qu'on crée aussi en local, c'est, je pense, ça qui va nous rendre forts dans le futur.